À la une de ce journal, le doyen des sénateurs, gardien de la mémoire du Cameroun, vient de fragiliser le pouvoir de Yaoundé sur le théâtre de la crise anglophone. Fon Victor Mokete prône le fédéralisme pour éteindre les braises ardentes d'une violente crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pourtant, le pouvoir de Yaoundé est officiellement réfractaire à tout débat sur la forme de l'État. Vous suivrez dans ce journal, est-ce que la voix de ce centenaire, exprimée au plus fort de la crise, peut-elle tracer les sillons d'un dialogue politique tant attendu sur le théâtre de la crise? Élément de réponse à suivre dans ce journal. La vie et la difficile reconstruction de ces populations victimes des affres de la guerre contre le terrorisme, un reportage et des témoignages édifiants à suivre dans ce journal. À l'extrême nord du Cameroun, vous suivrez comment des centaines de déplacés tentent de se reconstruire et des besoins sociaux se posent avec acuité. C'est un scandale autour de la construction du projet, la construction de nouveaux stades omnisports à Yaoundé. Le chef de projet a claqué la porte et selon ses proches, il aurait refusé de céder aux pressions et exigences des rétrocommissions. L'entreprise prestataire chargée de la réalisation du nouveau stade omnisport d'Olembe s'explique dans la page sport du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Il est le doyen des sénateurs, autorité traditionnelle dans les... Il est le doyen des sénateurs, autorité traditionnelle dans les régions anglophones. Il est également un acteur majeur de la réunification qui s'est déroulée il y a plus d'une cinquantaine d'années au Cameroun. Le Fon Victor Mokete vient de s'exprimer sur la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest face à l'enlisement de la crise anglophone. Il estime que l'unique solution reste le fédéralisme, alors que le gouvernement se montre réfractaire à tout débat sur la forme de l'État. Le Fon Victor Mokete, doyen des sénateurs au Cameroun, prône le changement de la forme de l'État afin de résoudre cette crise anglophone qui perdure depuis plus d'un an au Cameroun. Il s'est exprimé dans un hebdomadaire panafricain, synthèse de la sortie médiatique du Fon Victor Mokete dans ce reportage de Donald Anouzoua. Paul Biya aurait-il été lâché par le doyen du Sénat? La réponse à cette question est à trouver dans la récente interview que le sénateur Victor Mokete a accordée au magazine Jeune Afrique. Alors que le pouvoir de Yaoundé continue d'insister sur l'unicité et l'indivisibilité du Cameroun, le doyen d'âge de la Chambre haute du Parlement, acteur majeur de cette réunification remise en cause aujourd'hui par les pro-sécessionnistes, fait savoir que seul un fédéralisme à 10 États est la solution à la crise anglophone. Fon Victor Mokete, qui condamne l'escalade de violence enregistrée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, explique que cela aurait pu être évité si l'on s'était abstenu d'emprisonner les leaders modérés qui n'avaient en définitive que des revendications sociales. Selon lui, on aurait trouvé des solutions avant que les choses ne dérapent. Il cite en exemple la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, présentée par les autorités camerounaises comme la panacée à la crise, mais arrivée un peu trop tard. Victor Mokete, qui qualifie le président Biya de personnage inaccessible, le remercie dans la foulée de l'avoir nommé sénateur. Aussi, Biya de personnage inaccessible, le remercie dans la foulée de l'avoir nommé sénateur. Aussi, ne manque-t-il pas de regretter l'extrême marginalisation des anglophones qui comptent à peine une dizaine de ministres dans un gouvernement de 60 membres. À presque 100 ans d'âge, Victor Mokete vient s'ajouter à la liste des personnalités influentes du régime qui se prononcent publiquement sur la forme de l'État avec pour option principale le fédéralisme. Je reçois sur ce plateau pour commenter cette sortie médiatique du doyen des sénateurs au Cameroun, maître Julius Athiou Ngou Tabé, avocat d'expression anglaise, avocat au barreau du Cameroun. Maître, bonsoir. Bonsoir Cédric. Vous avez lu ce magazine panafricain dans lequel le doyen des sénateurs s'est exprimé sur la crise anglophone. Première réaction sur cette
unique solution, selon lui, pour régler la crise, le fédéralisme? Je pense que le Fon Moukete était roi très vénéré dans la zone anglophone, très respecté, et c'est un gentleman formidable, malgré le fait que je n'ai pas eu l'occasion de le raconter personnellement, mais d'après ses actes, j'ai eu à apprécier sa façon de faire. Vous savez, il était là dans les années 60 pour négocier et formaliser, n'est-ce pas, notre unification, donc la unification entre le Southern Cameroun et le Cameroun oriental. Il a participé avec le Mona et Foncha pour réaliser cette union. Donc, cela veut dire qu'il a été, au front, n'est-ce pas, pour les réalités des négociations et des discussions. Et il y avait certains non-dits que lui aussi il a participé à comprendre. Et il a fallu qu'il attende, n'est-ce pas, 50 ans pour nous dire, vraiment, en réalité, nous nous sommes trompés d'avoir cette réunion. Mais qu'à cela ne tienne, nous nous sommes trompés d'avoir cette réunion. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que c'est son avis personnel. Ce n'est pas l'avis de notre parti. Et je précise, le parti, vous parlez du RDPC, qui est le parti au pouvoir. Effectivement. Il a parlé de son avis et vous savez que dans le RDPC, nous sommes les démocrates et c'est normal que chacun prenne une position, n'est-ce pas, individuelle. Nous évaluerons le poids de cet avis du Fon Chief Victor Moukete dans la suite de ce journal. Restons sur le théâtre de la crise anglophone pour évoquer une autre question qui préoccupe les Camerounais. Que deviennent Sisikou Ayuk-Tabe et ses camarades du mouvement séparatiste anglophone 3 semaines après la confirmation de leur transfert du Nigeria vers le Cameroun? Les autorités restent muettes sur la suite de la procédure judiciaire. La société civile continue de critiquer la violation des droits humains, les difficultés pour les avocats à accéder à ces leaders du mouvement séparatiste anglophone. Mais des personnalités proches du pouvoir estiment que les autorités judiciaires sont actuellement en train de collecter des informations nécessaires pour l'ouverture d'un procès. Évocation avec Donald Brice-Kamgan et Faral Bounia. C'était le 29 janvier dernier. Le gouvernement confirmait la présence en territoire camerounais de 47 activistes séparatistes, dont Sisikou Ayuk-Tabe, transférés du Nigeria, en soulignant la détermination des deux États à ne tolérer aucune activité de déstabilisation sur les territoires respectifs. Issa Chiroma Bakari affirmait surtout que les mises en cause répondraient de leurs crimes devant la justice. Citation. 21 jours après, rien ne filtre sur les suites judiciaires de l'affaire. Un silence à risque pour le Cameroun. Analyse de Philippe Nanga, de la société civile. Il y en a effectivement qui disent qu'ils ont peut-être été assassinés, peut-être qu'ils ne vivent plus. Et donc il y a cette confusion autour de... Il y en a effectivement qui disent qu'ils ont peut-être été assassinés, peut-être qu'ils ne vivent plus. Et donc il y a cette confusion autour de sont-ils encore en vie ou pas. C'est la première conséquence qui peut créer, n'est-ce pas, des tensions, n'est-ce pas, exacerber les populations et renforcer davantage la radicalisation de certaines populations. Ça, c'est la première conséquence. Maintenant, l'autre conséquence, c'est que sur le plan international, comme je l'ai dit, l'image du Cameroun se trouve davantage écornée avec ce genre de processus. Parce qu'il y a des minima qui doivent être respectés et nous savons que le Cameroun a été interpellé par plusieurs États, par les institutions internationales. Dans les milieux proches du pouvoir, l'on estime que le gouvernement se donne le temps nécessaire de réunir tous les éléments suffisants à l'ouverture d'un procès. Moi, je pouvais penser, j'ai le bon droit de penser que ce manque de communication parce qu'il y a beaucoup de choses en jeu. Il faut imaginer par exemple que lors de l'arrestation de ces personnes-là, on a pu récupérer leurs portables et les laptops et les ordinateurs pour obtenir des informations qui sont en train de compromettre plusieurs personnes au Cameroun. Vous ne pensez pas que l'État devait prendre son temps pour étudier et regarder avant d'exposer les faits? La délicatesse d'un sujet suivi de près par les organisations internationales ne gênerait-il pas Yaoundé? Maître Julius Achou relativise. Même une petite maladie de quelqu'un au village dérange le gouvernement. Le gouvernement doit être sensible à tout. Mais comme je vous ai dit, nous sommes en matière de sécurité de l'État. Vous savez, en matière de sécurité, souvent,
on contourne la loi. Par exemple, comment vous pouvez expliquer que dans un État comme les États-Unis, il y a Guantanamo qui garde des prisonniers que personne ne peut identifier? Le gouvernement n'avait qu'à ne pas les arrêter, à ne pas les interpeller. Dès lors que vous les avez interpellés et que vous reconnaissez officiellement, encore qu'il a fallu des pressions, et dès lors que vous avez reconnu officiellement et que vous reconnaissez officiellement, encore qu'il a fallu des pressions, et dès lors que vous avez reconnu officiellement qu'ils ont été effectivement interpellés et qu'ils sont dans votre territoire, vous avez l'obligation de les rendre compte, tout au moins de respecter le cadre institutionnel qui existe. Il y a 2 semaines, des avocats n'ont pas pu rencontrer les séparatistes gardés dans les prisons à Yaoundé, en fait dénoncé par les organisations de défense des droits de l'homme. Autre fait majeur de cette crise anglophone, cela fait 8 jours que le Cameroun est sans nouvelles du sous-préfet de Batibo, enlevé en plein 11 février, jour de célébration de la fête de la jeunesse dans sa localité située dans la région du Nord-Ouest. Sa famille qui est triste depuis son enlèvement. Les autorités font savoir que les recherches se poursuivent, mais la famille s'attendait à sa participation pour les préparations des obsèques de leurs parents. Je vous propose d'écouter des témoignages édifiants dans ce reportage signé Éric Martial Ndjomo. Madiengolo, c'est le village d'origine de Namata Marcel Diteng, sous-préfet de Batibo, kidnappé par des personnes armées et non identifiées le 11 février dernier. Le village porte le deuil car le sous-préfet kidnappé représente ici la principale élite. Issu d'une famille de 24 enfants, Namata Marcel était jusqu'à son enlèvement le principal soutien des siens. Son frère aîné, le nommé Namata Jacob, est inconsolable depuis ce rapt. J'ai suivi que mon frère a été kidnappé le 11 février. Je suis désespéré. Je ne sais quoi dire. Je suis dépassé. Je suis dépassé. Parce qu'il est tout pour moi. Nous sommes 24 enfants nés de notre défunt papa. Et imaginez-vous que le seul qui ait réussi, c'est lui. La dernière fois que nous avons échangé, c'était en décembre dernier. Il m'a dit qu'il fallait qu'on organise les funérailles de nos parents. On a décidé de le faire cette année. Je pleure depuis. Il a récemment subi sa 4e intervention chirurgicale et avoue que c'est son petit frère, le sous-préfet, qui avait pris en charge l'essentiel des factures. Depuis ce kidnapping, des offices religieux et des rites traditionnels pour le retour du digne fils du village Madiengolo sont le lot quotidien des populations de cette localité. Selon le frère aîné, l'épouse du sous-préfet, tout comme la famille, regarde depuis lors en direction de Dieu. J'ai appelé sa femme. Elle m'a dit qu'il fallait qu'on reste en prière. Depuis, nous prions, même si aucun signe de vie n'est donné jusque-là. Accroché au poste radio ou au téléphone, le village Madiengolo compte sur la bravoure des forces de défense pour que soit retrouvé son élite majeure et surtout que les sourires retracent à nouveau les visages. Et l'unique solution à la crise anglophone, selon le faune Victor Mokete, reste le fédéralisme à 10 États. Le doyen des sénateurs, qui est l'un des gardiens de la mémoire du Cameroun, s'est exprimé dans les colonnes des magazines panafricains. Qui est l'un des gardiens de la mémoire du Cameroun, s'est exprimé dans les colonnes des magazines panafricains et sa sortie a constitué un écho retentissant au Cameroun. Maître Julius Achou, vous qui venez de voir ce reportage réalisé au sein de la famille de ce sous-préfet de Batibo, elle qui est choquée
8 jours après son enlèvement, aucune nouvelle du sous-préfet. La crise anglophone qui prend des tournures de plus en plus inquiétantes. Oui, je partage la douleur de cette famille parce que ce n'est pas normal qu'un chef de famille peut disparaître comme ça sans explication. Aujourd'hui, n'est-ce pas, on met ça sur la tête des crises anglophones. Mais est-ce que c'est ça la vérité? J'aimerais que les forces de l'ordre, n'est-ce pas, font les enquêtes nécessaires pour que la vérité jaillisse. Parce que je n'aime pas la prospection. On nous a dit qu'il a été kidnappé. Qui a dit? Est-ce qu'on doit, n'est-ce pas, accepter ce qui est dit sur Internet tout le temps? Pourtant, nous savons que la vérité là-bas est biaisée. Moi, ce n'est pas sérieux. Il faut qu'une enquête soit menée pour que la vérité jaillisse de mille feux. Donc, vous êtes prudent sur la thèse d'un enlèvement? Effectivement. Vous estimez qu'il faut avoir des réserves à ce sujet? Effectivement, on doit avoir des réserves parce qu'il faut imaginer. Vous êtes, n'est-ce pas, au boulevard, n'est-ce pas, il y a des défilés. Cela suppose qu'il y a les forces de l'ordre et autres. Et les gens viennent de nulle part pour prendre le représentant des chefs de l'État, comme ça, sans explication. Les gens ne peuvent même pas savoir ce qui se passe. J'ai beaucoup de réserves en ce qui concerne, n'est-ce pas, de blâmer ça sur qui que ce soit. Je vous propose maintenant qu'on se rende sur un autre front de guerre, celui contre le terrorisme à l'extrême nord du Cameroun. Et là-bas, il y a une difficile reconstruction de la vie de la part des populations à l'extrême nord du Cameroun. Et là-bas, il y a une difficile reconstruction de la vie de la part des populations déplacées, une réalité à laquelle elles sont confrontées, les affres de la guerre contre le terrorisme à l'extrême nord du pays. Après avoir fui ces affres, ces populations reviennent sur leur terre natale et les besoins sociaux se posent avec acuité. Reportage Amadou Daïrou et Julingue Nyondé. Village Tourou, dans le département du Mao-Tsanaga, arrondissement de Mokolo, un vaste champ de ruines témoigne des atrocités commises par les membres de la secte terroriste Boko Haram. L'attaque la plus meurtrière, enregistrée depuis le début de l'année 2018, s'est produite dans cette localité où les terroristes de Boko Haram ont brûlé vif 4 personnes. L'incursion a duré près de 4 heures, avec d'immenses dégâts matériels, avant que l'armée camerounaise n'intervienne. Des maisons détruites, écoles, centres de santé et autres incendiés. Cette attaque a poussé les populations à prendre la fuite en voulant sauver leur vie. Le moment qu'ils ont arrivé là, nous ne sommes même pas au courant. Nous sommes en train de dormir. Quand ils ont venu avec la fusil, ils ont tiré, bon, nous sommes quittés comme ça à la maison, sans prendre même quelque chose, même l'argent, même quoi, les habits, tout ça, on a oublié de faire tout ça. On est couru sur le montagne comme ça, c'est comme ça qu'on est supporte. C'est depuis le jour là, on nous a dit que bon, il ne faut pas quitter, les soldats vont venir vous sauver ici. Des milliers de personnes qui ont trouvé refuge sur la montagne, laissant derrière elles tous leurs biens. Avec la calmie de ces derniers temps, dans la guerre contre Boko Haram, ces déplacés, contraints de s'éloigner de leur village, retrouvent leur terre natale. Hommes, femmes, enfants de Tourou font face au triste spectacle, mais essayent néanmoins, peu à peu, de reprendre goût à la vie. L'eau potable est une denrée rare. L'unique forage censé alimenter tout le village en précieux liquide est régulièrement à sec, malgré la demande sans cesse croissante dans cette partie subsahélienne du pays. Depuis janvier 2018, Boko Haram a fait une vingtaine de morts en une trentaine d'attaques dans la région de l'extrême nord. À ce bilan s'ajoutent plusieurs villageois enlevés, des centaines de petits ruminants et de bœufs emportés en raison de la disette que connaissent les djihadistes depuis un certain temps. Dans le reste de l'actualité, engagés dans une grève de la faim pour protester contre leur exclusion et suspension de salaire depuis près de 11 mois à la communauté urbaine de Douala, des délégués du personnel commencent déjà à faiblir et s'inquiètent de l'indifférence des autorités administratives dans la ville de Douala. Reportage Innocent Abega et Kate Diarra. Abandonnés par leur employeur, les 10 délégués de personnel grévistes et de la communauté urbaine de Douala en sont toujours à leur lieu de grève.
Depuis mardi dernier, date du début de leurs revendications, ils ont subi sans relâche la faim et les affres du climat. Mais leur sort, loin de préoccuper les autorités et dans une moindre mesure les hommes politiques de la capitale économique, semble être la chose la moins importante à leurs yeux. Peut-être faudrait-il que je profite de votre micro pour m'interroger sur la curiosité surprenante du silence des autorités, non seulement administratives, mais politiques. Parce qu'en fait, il s'agit des gens qui vont diriger ce pays demain. Ce combat que nous menons, ce n'est pas pour nous, c'est pour la postérité. C'est pour que, à partir d'aujourd'hui, une autorité ne se sente plus en droit de violer de façon flagrante les lois de la République et que personne ne lève le petit doigt. Si quelques hommes politiques et un représentant de la société civile sont arrivés jusqu'à eux pour leur apporter, si quelques hommes politiques et un représentant de la société civile sont arrivés jusqu'à eux pour leur apporter du réconfort, la majorité semble ne pas se soucier de ce dossier qui pourtant ternit une fois de plus l'image du Cameroun à l'extérieur. Mais loin de se laisser décourager, ces hommes et femmes continuent de faire le pied de grue à l'une des entrées de la communauté urbaine de Douala, se privant de nourriture au péril de leur vie. Alors, il se trouve que vendredi dernier, après que nous ayons passé 3 jours de jeûne sec, il y a eu une deuxième chute. Le deuxième s'est senti fatigué et il a demandé qu'on amène une perfusion sur place. Nous l'avons appelé et il était question qu'on l'examine d'abord. Finalement, il s'est senti très mal, on l'a amené à l'hôpital du district de Daïdo où il a été sous soins intensifs. Il est sorti hier soir et il a décidé de revenir sur le terrain malgré l'opposition de la famille. Au cours d'un long échange avec eux, on apprendra que la stratégie a quelque peu évolué et qu'ils sont aujourd'hui dans ce qu'ils appellent la phase 2 de cette grève de la faim. Passé le week-end ici, il y a eu un break, nos enfants sont venus nous rendre visite et je tiens à le dire, nous sommes téméraires mais pas suicidaires. Nous avons décidé de nous alimenter le dimanche, question de passer à la deuxième phase de notre grève de la faim qui a commencé aujourd'hui. Donc nous sommes là, notre porte-parole n'est pas là en ce moment parce qu'il avait rendez-vous avec son médecin. Son médecin l'a retenu pour 3 perfusions et lui disait même qu'il n'était pas admissible qu'il fasse une grève de la faim. Mais vous voyez la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes à 11 mois sans salaire. On est dans des situations où les bailleurs nous mettent dehors, les enfants n'arrivent pas à aller à l'école. Espérant que leurs souffrances finissent par susciter une résolution rapide de leurs problèmes, ils résistent comme ils peuvent, avec le peu d'énergie qui leur reste. Le torchon brûle entre professeurs et étudiants à l'université de Yaoundé 2. L'annulation d'une thèse de doctorat professionnel suscite le courroux des deux. L'annulation d'une thèse de doctorat professionnel suscite le courroux des étudiants. La controverse autour des programmes de doctorat axés sur l'orientation professionnelle est désormais entre les mains de la justice, mais dans les amphithéâtres, cet avènement de la formation doctorale professionnelle suscite des questionnements sur la finalité du doctorat qui est généralement attribué à un chercheur sur le plan scientifique et universitaire. Emmanuel Diop et Guy Zogo. À l'université de Yaoundé 2 à Soa, la faculté des sciences juridiques et politiques présente un visage monotone accentué par la période d'après-composition où le campus est vidé de ses étudiants. Mais derrière ce calme apparent affleure toute la fureur consécutive à l'affaire de l'annulation du doctorat professionnel par le recteur de cette université. L'un des protagonistes de la bataille qui s'y déroule parle de 2 visions qui s'affrontent. Vous avez donc 2 tendances. Vous avez une tendance qui pense que les étudiants qui doivent être sélectionnés dans le cycle de Master 2 pour commencer la thèse, ce sont des gens qui doivent être ou très brillants, ou parrainés ou soutenus, ou des choses comme ça. Et cette tendance-là, elle est la plus nombreuse. Vous avez donc maintenant des gens qui sont très rares. Ce sont des pionniers, ce sont même des outsiders, comme le professeur Magloire Ondoa. C'est quelqu'un qui dit, lui n'était pas spécialement brillant à l'école. C'est à force de travail, d'endurance qu'il est devenu au sommet, là où il est. Donc il dit, on ne doit pas empêcher les étudiants de fréquenter. Par contre, on peut primer les plus méritants. Il ajoute que la mise en pratique de la professionnalisation des savoirs ne fait pas que des heureux au sein de cette université. Ceux qui ont été moulés dans le moule théorique, excusez la répétition,
Ils veulent défendre ce prestige-là. Parce que n'importe quel magistrat qui va arriver ici pour enseigner le droit, ils veulent défendre ce prestige-là. Parce que n'importe quel magistrat qui va arriver ici pour enseigner le droit, mais à la limite, il va ridiculiser les docteurs qui passent le temps à raconter des théories qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes, et puis à raconter des théories, je crois, qui viennent de certaines universités étrangères. La conséquence aujourd'hui, poursuit-il, de la détestation du doctorat professionnel est une plainte des 360 candidats à ce diplôme. Ils ont saisi la justice pour porter plainte contre l'université de Yaoundé 2 et ils réclament des dommages et intérêts. Ils ont payé régulièrement leurs droits universitaires qui pour le doctorat professionnel s'élève à 1 500 000 francs sur 3 ans. Donc ils ont dépensé 4,5 millions, 20 millions de francs chacun. On est dans les plusieurs dizaines de milliards. Mais avant l'affrontement final qui pourrait s'avérer compromettant pour cette université, des voies de recours sont encore privilégiées. Je ne les ai pas les premières réactions du recteur. Je suis allé à son cabinet pour lui remettre une copie papier de la lettre que j'ai rédigée, que vous avez reçue. Elle a circulé dans les réseaux sociaux. Son secrétaire particulier m'a dit le recteur est en déplacement, il n'est pas là. Également, Equinox Télévision n'a pu recueillir l'avis du recteur absent. En attendant, comme dirait l'écrivaine Evelyne Poudingolet, sous la cendre, le feu couvre à l'université de Yaoundé 2, soit. À suivre dans ce journal des nouvelles pas du tout rassurantes de la construction des infrastructures sportives destinées à abriter la CAN 2019 et ce scandale autour de ce stade qui doit être construit à Olembe du côté de Yaoundé, le chef de projet qui a claqué la porte et selon ses proches, il aurait refusé de céder aux exigences de distribution des rétrocommissions. Dans ce journal, l'entreprise prestataire s'explique et une des rétrocommissions. Dans ce journal, l'entreprise prestataire s'explique et ne reconnaît pas avoir subi de telles pressions. Mais avant, cet appel lancé par le professeur Marie-Thérèse Abena-Ondoa, qui s'adresse bien sûr aux femmes, elle a lancé un appel de prise de conscience collective afin de mettre un terme à toute forme de discrimination. Elle procédait ce lundi au lancement de la 33e journée internationale de la femme, toute une semaine au cours de laquelle des femmes vont s'appesantir sur l'intensification de la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes, la nécessité de renforcer le partenariat hommes-femmes pour accélérer le développement durable. Je vous propose à ce sujet de suivre le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Vous savez que la fille de tout temps a toujours été victime de discrimination. Les États ont fait beaucoup d'efforts de par le monde, et en particulier notre pays. Et comme c'est une activité, c'est-à-dire les habitudes ont la peau dure, il est important de continuer à lutter contre ce phénomène qui n'est pas propre au Cameroun, c'est un phénomène mondial. Nous avons donc cette discrimination et nous avons aussi l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la participation des femmes à l'autonomisation financière et surtout au développement de notre pays parce que si elle n'est pas financièrement autonome, elle ne pourra pas prendre à assumer les charges de la famille et encore moins participer au développement du pays. Donc nous sommes là aujourd'hui, nous avons retenu ce thème et c'est ce thème qui va être étudié tout au long de l'année jusqu'à la publication du thème de l'année 2019. Nous avons aussi profité de cette occasion parce que vous savez, en temps de crise, c'est toujours la femme qui souffre beaucoup quand il n'y a pas la paix dans un pays. C'est pour ça, vous n'êtes pas sans savoir que notre pays traverse des moments assez difficiles. Il y a beaucoup de violences dans plusieurs régions de notre pays. Nous avons estimé bon d'invoquer le Très-Haut dans plusieurs régions de notre pays. Nous avons estimé bon d'invoquer le Très-Haut à travers un culte œcuménique pour implorer pour que les femmes deviennent des mendiantes de la paix, que la paix revienne dans l'ensemble de notre pays et que notre pays continue à être un îlot de la paix. Et tous ceux qui œuvrent pour la paix. Et sur le long chemin de la promotion de la parité homme-femme, le Cameroun marque le pas sur place. Après avoir favorisé l'arrivée des femmes à l'Assemblée nationale,
le chef de l'État n'a nommé qu'une seule femme parmi les 11 sages du Conseil constitutionnel et cette nomination n'est pas passée inaperçue. Des féministes engagés continuent de mener le plaidoyer pour davantage l'implication des femmes dans la gestion de la vie publique au Cameroun. Reportage Joël Lessengue et Marcelin Gansop. Avec une seule femme préfet, quelques-unes à la tête des sous-préfectures, aucune à la tête des régions, encore moins parmi la trentaine de généraux que compte le Cameroun. Même si l'on peut se targuer d'avoir quelques-unes aux commandes de plusieurs départements ministériels, ainsi que quelques entreprises publiques et parapubliques, il n'y a que beaucoup reste à faire sur le terrain de la promotion des droits économiques, politiques et socio-culturels des femmes camerounaises. La nomination par le président de la République des premiers membres du Conseil constitutionnel ne rassure pas non plus, puisqu'une seule femme a l'honneur de figurer dans le 11 entrant. Il est important que le chef de l'État soit cohérent et pose des actions concrètes qui s'adossent à sa vision politique. Et c'est pour ça que, ma foi, il est important de dire que nous aurions aimé avoir au moins 3 femmes dans le Conseil constitutionnel. Il ne manque pas de femmes juges hors échelle dans ce pays. Il ne manque pas de femmes anciens ministres dans ce pays, des femmes juristes de haut vol dans ce pays qui sont spécialistes de droit constitutionnel. Le lancement de la... De haut vol dans ce pays qui sont spécialistes de droit constitutionnel. Le lancement de la 33e édition de la Journée internationale de la femme offre donc l'occasion de remettre au goût du jour la sempiternelle question de la promotion de l'égalité de genre. Et puisque nous sommes à la veille d'importantes échéances électorales, l'occasion est donnée de rectifier le tir en donnant plus de pouvoir aux femmes. Vu le poids démographique des femmes et vu le poids électoral des femmes, parce que les inscriptions des femmes sur les listes électorales ont sensiblement augmenté avec le travail que nous faisons sur le terrain, il est important que d'ici aux prochaines élections législatives et municipales, que nous ayons un décret d'application du code électoral qui fixe un quota minimal d'au moins 30% de femmes sur les listes de candidats aux différents scrutins, de ramener le chiffre symbolique d'une femme sur une liste de 10 à au moins 3, 4, pourquoi pas moitié-moitié. En attendant, les femmes saluent les quelques avancées enregistrées ces dernières années, et notamment la révision du code pénal, l'adoption de la politique nationale genre, ainsi que quelques promotions à des postes stratégiques dans le commandement territorial, les forces de défense et de police. Les premiers grincements de dents suite à la réalisation des chantiers destinés à abriter la Cannes 2019, des images qui nous parviennent de Garoua, dans la région du Nord, les populations qui ont assisté impuissantes à la démolition de leurs maisons. On leur reproche d'avoir construit sur les emprises de la route qui mène à l'entrée du stade Rumde Adjab, qui doit bien sûr abriter la compétition de la Cannes 2019, opération menée par les soins du gouverneur de la région du Nord, alors que les populations se plaignent de ne pas avoir été prévenues. Les autorités administratives estiment que de nombreux préavis avaient été adressés à ces autorités administratives, estiment que de nombreux préavis avaient été adressés à ces populations. Elles ont été victimes des démolitions dans le but de construire la route qui mène au stade Rumde Adja pour la Cannes 2019. Par contre, les nouvelles sont loin d'être bonnes sur le chantier de construction du nouveau stade Omnisport à Olembe, non loin de Yaoundé. C'est un stade qui doit également abriter la Cannes prévue en 2019 au Cameroun. Et contre toute attente, le chef de projet a démissionné. L'entreprise prestataire, une entreprise italienne, fait savoir que cette démission est liée à des raisons de réorganisation interne. Mais des sources révèlent des dessous liés à des pressions et des exigences de rétrocommission. Évocation avec Ike Cyril dans ce reportage. Avec la démission du directeur du projet du stade d'Olembe, d'aucuns parlent d'un coup dur pour Gruppo Piccini. Mais l'entreprise italienne chargée de la construction du stade Omnisport d'Olembe dit qu'il n'en est rien. Dans un communiqué rendu public, Gruppo Piccini
confirme le départ de Marc Deban, mais rejette les raisons évoquées ça et là pour justifier ce départ. Le groupe italien fait savoir qu'au terme de la première visite d'inspection de la CAF au Cameroun, il a été demandé à toutes les entreprises chargées de la construction des infrastructures devant accueillir la CAN 2019 d'accélérer les travaux. Toute chose ayant amené la direction générale de Gruppo Piccini à réajuster son organigramme dans le but de multiplier les équipes de travail de manière à réaliser plusieurs œuvres à la fois. Non content de cette nouvelle orientation du service, le directeur du projet a préféré claquer la porte. Rien à voir donc avec les allégations. Le directeur du projet a préféré claquer la porte. Rien à voir donc avec les allégations de pression et d'exigence de rétrocommission dont Marc Deban aurait été victime, si l'on en croit Gruppo Piccini, qui ajoute que n'étant pas dans la chaîne de décision stratégique ou de gestion des finances, le directeur du projet ne saurait être exposé à quelque pression ou exigence de rétrocommission que ce soit. Au sein du groupe italien, l'on fait savoir que la démission du directeur du projet n'entame en rien le rythme et la qualité du travail sur le site. Les nouvelles équipes sont à pied d'œuvre et Gruppo Piccini assure que le complexe sportif de Lembe sera réalisé et livré dans les délais contractuels. Mais comment on fait les stades en Europe et dans... Le débat sur la forme de l'État et le fédéralisme sont-ils les seules issues pour éteindre les braises ardentes d'une violente crise anglophone qui secoue le Cameroun depuis plusieurs mois? Nous en parlons dans une poussière de seconde. Je vous parlais donc de ce débat sur la crise anglophone et sur ce plateau avec nous, Maître Julius Achou Ngou-Tabé. Vous qui avez suivi cette sortie du doyen des sénateurs, vous estimez que c'est un avis qui n'engage que le FON Victor Mokete. C'est quand même un doyen, vous l'avez dit, acteur majeur de la réunification, également un cacique du régime du pouvoir en place. Quel est le poids d'une telle sortie au moment où, au sein du RDPC et du pouvoir de Yaoundé, on est réfractaire à tout débat sur la forme de l'État? Nous sommes en démocratie et il est accepté qu'en démocratie, chacun peut avoir son avis personnel en dehors du cadre du parti. Mais en démocratie également, on ne doit pas oublier que lorsqu'un chef d'État est élu, n'est-ce pas, c'est avec son projet de société. L'État est élu, n'est-ce pas, c'est avec son projet de société. Il y a cela 6 à 7 ans que le président Biya a été élu avec le projet qu'il a présenté. Nous tous, on a accepté parce qu'il a gagné les élections. On doit assumer son projet jusqu'au terme, n'est-ce pas, de son mandat. Mais si au cours d'un mandat présidentiel, les populations perçoivent que ce système de gouvernance, l'État unitaire décentralisé, n'apporte pas des réponses concrètes à leurs besoins sociaux, économiques et politiques, n'ont-elles pas le droit d'exprimer leur volonté de changer justement ce système de gouvernance? Est-ce qu'il s'agit de la majorité? Ce n'est pas parce que quelques-uns expriment leurs avis, n'est-ce pas, qu'on doit prendre ça comme la parole évangile? Ce n'est pas possible. Il faut qu'on a des élections, on a des échéances. La personne qui estime que le projet de société présenté par le président Biya n'est pas fiable, il faut le garder dans les élections. Comme ça, vous aurez l'occasion de le changer. Parce qu'il faut noter que pour changer la forme de l'État, c'est soit par référendum ou soit par acte de l'Assemblée. Donc, si vous ne pouvez pas, il n'y a pas d'autre méthode. Vous ne pouvez pas me dire qu'il a présenté un projet. On a accepté pendant 6 ans. Et en quelques mois, vers la fin, on commence à se poser des problèmes. Mais le doyen des sénateurs estime que le chef de l'État n'est pas très ouvert à ce type de dialogue sur la forme de l'État. Lui-même, Paul Biya l'a indiqué plusieurs fois dans ses discours. On ne saurait remettre en cause la forme de l'État. Le Cameroun est un et indivisible. Mais d'aucuns estiment, comme le doyen des sénateurs, que le fédéralisme n'est pas forcément la division du Cameroun. Non, normalement, le fédéralisme n'est pas la division du Cameroun. Mais c'est une forme, n'est-ce pas, de gouvernement. Mais pour le moment, la forme de gouvernement que nous avons dépend, n'est-ce pas, des présidents qui ont été élus. Comment vous pouvez le changer sans élection? Il faut d'abord les élections. Mais il faut résoudre également... Comment vous pouvez le changer sans élection?
Il faut d'abord les élections. Mais il faut résoudre également une crise anglophone qui perdure depuis plusieurs mois. De nombreuses familles sont endeuillées en raison des gendarmes qui sont assassinés, en raison des civils qui se retrouvent bien sûr pris entre l'étau à la fois des assaillants et des forces armées. Est-ce qu'il n'est pas urgent d'ouvrir ce débat politique très attendu sur le théâtre de la crise anglophone? Non. Pour le débat est déjà ouvert. Les gens en discutent. N'est-ce pas? C'est pour ça que c'est dommage. Mais il faut remarquer que le même Fon Moukete a dit que le véritable problème, c'est quoi? C'est la marginalisation des anglophones. Il ne faut pas mélanger. Donc cela veut dire que nous tous, nous connaissons nos problèmes. On sait que les anglophones se plaignent parce qu'ils se sentent lésés, n'est-ce pas, dans cette union. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le régler le problème. Mais et c'est facile de le faire. Ils estiment que le fédéralisme pourrait permettre à ce qu'il y ait moins de marginalisation et que chacun dans un État fédéré pourrait mieux pouvoir décider sur le plan fédéral de ses aspirations sociales, économiques et politiques. Mais le plus vieux pays démocratique dans ce monde, c'est la Grande-Bretagne. Mais c'est un pays décentralisé. Et quand vous voyez même la décentralisation, c'est même plus fort que le fédéralisme aux États-Unis. Parce que l'Écosse et l'Irlande, elles sont un peu... L'Écosse et le pays de Galles, ça s'appelle. Ils sont un peu plus indépendants, n'est-ce pas, que les États aux États-Unis. Mais vous n'ignorez pas qu'il y a une volonté aussi de sécession au sein du Royaume-Uni avec ces régions autonomes qui revendiquent de plus en plus d'autonomie, un cas similaire à celui du Cameroun. Ils ne demandent pas le fédéralisme, mais ils demandent plus d'autonomie. Ça, c'est différent. Et c'est dans la décentralisation. Donc, moi, je ne trouve pas ce qui est mauvais dans la décentralisation si c'est bien appliqué. Mais, donc, moi, je ne trouve pas ce qui est mauvais dans la décentralisation si c'est bien appliqué. Mais, comme je vous dis, pour changer la forme d'un État, il faut un référendum ou un acte de parlement. Est-ce que c'est possible en l'État pour changer cette forme? Le débat est déjà là, on en discute. Mais la personne qui pense qu'il est plus puissant en la matière, plus que Paul Biya, ok, n'a qu'à briguer ses postes pour prendre le relais et pour changer comme bon lui semble. Mais pour le moment, moi je pense que c'est impossible. Merci, maître Julius Achungutabé. Je précise que vous êtes avocat au barreau du Cameroun, mais aussi militant du RDPC. Avant la fin de ce journal, un public reportage sur la société citoyenne Ecobank qui a offert aux populations de Newton Aéroport à Douala et celle aussi de Yaoundé 5 des points d'adduction en eau potable. Et c'est un ouf de soulagement pour les populations. Reportage. De l'eau potable qui coule désormais simultanément dans les quartiers Newton Aéroport 4 de Douala 2e et Vokebanda de Yaoundé 5. Après la coupure symbolique du ruban, l'entreprise citoyenne Ecobank vient ainsi d'offrir à ces populations réunies ce samedi 9 décembre 2017 des points d'adduction en eau potable. On commence par la ville balnéaire au sud, Akribi, des averses.